Gérard Osterman, bonjour. Bonjour, mon cher Pascal. Merci d'être avec nous pour parler de l'espoir. Mhm. Pour nous dire ce que tu penses de l'espoir, et en particulier, on va commencer par l'espoir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu lui donnes comme signification et comme place? Alors, en fait, c'est quand même une notion très complexe, hein, parce que c'est à la croisée des émotions, de la morale, de la réflexion sur le temps, de l'action humaine. La question, c'est est-ce qu'on est dans un champ plus philosophique ou un champ plus du soin? C'est pas tout à fait la même chose. Et clairement, je le dis d'entrée de jeu, l'espoir se limite pas à une émotion ou un sentiment, puisqu'il intègre des processus analytiques et cognitifs. Et on sait que sa définition, même si on n'a pas trop le temps d'aborder ça, mais varie selon les langues et les cultures. De façon simple, peut-être simpliste, mais l'espoir implique toujours une projection vers l'avenir, c'est-à-dire une sorte d'anticipation d'un changement positif, et en même temps, ça occupe une place centrale dans la manière dont l'être humain affronte finalement l'incertitude et la souffrance. Alors, c'est vrai que je vais essayer de parler d'espoir aujourd'hui, et tu m'y as invité, mais je suis à peu près certain que certains d'entre nous diront, oh ben non, voilà encore un mot valise comme le mot résilience. Non, non. Alors j'ai envie de dire, détrompez-vous. Ce dont je vais essayer de vous parler, c'est d'une vraie réalité clinique, c'est-à-dire de l'enjeu thérapeutique qui est derrière, c'est-à-dire d'un défi quotidien que nous rencontrons dans nos consultations, dans nos cabinets. C'est même aujourd'hui parler d'espoir, à mon avis, c'est devenu un acte de résistance. Pourquoi je dis un acte de résistance? Parce qu'on évolue et c'est pas toi qui vas me contredire, dans un univers où règnent les chiffres, les protocoles, les courbes de survie qui montent et descendent comme des montagnes russes statistiques, c'est un monde, je dirais, où les probabilités nous tombent dessus comme des verdicts et où les guides de bonnes pratiques cliniques se multiplient plus vite que les champignons après la pluie. Remarque, il n'y en a pas trop de pluie en ce moment, c'est vrai. Mais dans ce contexte hyper rationalisé, alors l'espoir fait figure de parent pauvre. C'est vrai, force est de constater que c'est un concept un peu flou, quand même subjectif, voire presque suspect. Comme si on proposait d'ajouter une dose de poésie dans un protocole de chimiothérapie. Et pourtant, si tu me permets cette question qui peut paraître naïve, sans espoir, que reste-t-il du soin? Voilà, alors, c'est ce que je vais essayer de partager. Ce n'est pas un plaidoyer naïf pour un optimisme béat, hein. Ce n'est pas une injonction à penser positif, pas du tout. Parce que pour moi, ça serait une violence de plus. C'est une réflexion sur une chose ténue mais vitale, euh, ce souffle souvent invisible qui traverse tous nos gestes cliniques ou nos silences partagés, nos regards échangés. C'est pour moi, c'est ça qu'on appelle l'espoir. Alors, je me rappelle dans mon jeune temps avoir entendu quelle est la différence entre espoir et espérance. Bah, c'est une bonne question parce que l'espoir est d'ordre psychologique, l'espérance, elle, est d'ordre ontologique. C'est-à-dire que l'espoir, c'est l'attente d'un succès, d'une réalisation, d'un rêve ou d'un désir personnel. Donc, l'espoir est toujours aléatoire puisqu'il y a toujours des circonstances qui peuvent s'interposer entre soi et son propre désir. L'espérance n'a rien à voir avec l'attente de quelque chose, mais au dépassement absolu du tragique. Je m'explique. Il y a deux manières de concevoir l'existence. Ou bien on a une manière obscure, ou bien une manière lumineuse. Quand je dis obscure, ça veut dire que l'existence est condamnée. Elle est obscure parce qu'elle a été violente, parce qu'elle est marquée par la mort, parce qu'elle est marquée par le néant. Et elle sera toujours à ce moment-là marquée par la mort, par le néant et par la souffrance. Et je vais me référer à quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est un penseur contemporain magnifique, mais quand même qui est du côté du tragique. J'ai nommé André Comte-Sponville. Pour André Comte-Sponville, l'espoir n'est pas une vertu, mais c'est un piège qui nous éloigne du bonheur véritable. Parce qu'il considère que l'espoir est une forme de désir, mais un désir particulier, puisqu'il porte sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on ne sait pas, sur qui ne dépend pas de nous. Donc, pour André, espérer, c'est désirer sans jouir, sans avoir et sans pouvoir. Donc, André Consponville affirme que tant que nous espérons être heureux, ben, nous ne le sommes pas, car l'espoir nous projette toujours dans un avenir incertain, nous séparant un peu du réel et du présent. Il reprend d'ailleurs à son compte la formule de Pascal, ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Donc pour André Consponville, le bonheur véritable n'est pas dans l'attente ou l'espérance d'un futur meilleur, mais dans la capacité à désirer ce que l'on a, à agir et à aimer dans le présent. Il va même jusqu'à défendre
pour moi, c'est un peu une illusion, mais c'est mon point de vue, mais il va jusqu'à défendre l'idée d'un désespoir gai. Non pas un désespoir pathologique, mais une sorte de lucidité joyeuse qui consiste à ne plus attendre un salut extérieur ou une amélioration miraculeuse de notre condition. Bon, alors selon lui, euh, l'espoir fait vivre, mais c'est le désespoir qui nous apporte la vraie joie. On voit tout de suite qu'il y a je vais m'éloigner très vite ce que j'appellerais des pensées slogans comme tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me rappelle à l'époque où je faisais de la réanimation en cardio, c'était une phrase qu'on entendait beaucoup dans les années 70. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et même avant d'ailleurs. Mais en même temps, c'est ça qui a donné l'acharnement thérapeutique. Alors aujourd'hui, je suis un peu contre, je me mets mis en contrepoint d'André Comte-Sponville, pour qui la réalité est tragique, c'est-à-dire que pour lui, bah, Dieu n'existe pas, nous sommes qu'un produit de la matière, nous allons disparaître dans la matière, et fondamentalement, il n'y a pas de raison vraiment de s'émerveiller parce que l'homme n'est pas admirable et le monde n'est pas merveilleux. Il suffit de remarquer, de voir un peu les informations d'aujourd'hui. Bref, comme il le dit lui-même, bon, on est dans le monde du tragique. Alors, contrairement à ce que disait un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain, bien sûr, Alain disait, comme la fraise a le goût de fraise, la vie a le goût de bonheur. André Comte-Sponville a écrit, et ça je m'en rappelle très bien, comme la bière a le goût de bière, la vie alors à ce moment-là a le goût de mort. Bon, je ne sais pas s'il pense toujours ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le rapport à l'espérance. C'est pas seulement un rapport à l'événement ou au futur, c'est d'abord un rapport à soi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je décide de dire oui à la vie en pensant que les choses ne sont pas a priori condamnées. Autrement dit, c'est un geste intérieur considérable et qui est, à mon avis, fondamental. Parce que les choses les plus sombres et les plus obscures de l'histoire sont celles où on nous a dit, par exemple, que telle partie de la population est incurable, il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espérance pour ce qui a donné, entre parenthèses, il faut liquider les juifs, c'est ce que disaient les nazis. Il faut tous les tuer parce qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ça, c'est la désespérance totale. Et ça, c'est la violence inouïe. Et rappelons-nous quand même que le mot espoir en hébreu se dit tikva et que c'est également le nom de l'hymne israélien qui dit atidva, qui veut dire l'espoir. Alors, je vais commencer un peu par une question qui traverse les siècles d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous fait vivre quand tout semble perdu? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin, même dans l'adversité? Ben, la réponse, tient en un seul mot, c'est l'espoir. Mais on a besoin un peu de l'éclairer peut-être à travers les âges. Je pense que l'espoir a occupé toujours une position très ambivalente, très complexe, qui a oscillé entre la vertu motrice et à la fois l'illusion potentiellement dangereuse. Alors c'est vrai que dans la tradition grecque, par exemple, si on prend le mythe de Pandore, tout le monde connaît la boîte de Pandore. Le mythe de Pandore illustre déjà cette ambivalence. Après que tous les maux se sont échappés de la boîte, seul l'espoir reste. Présenté tantôt comme un dernier réconfort, on pourrait dire tantôt comme un simple narcotique qui prolonge la souffrance humaine. Donc depuis l'Antiquité, tous les philosophes se sont penchés sur cette force mystérieuse. René Descartes y voyait une passion fondamentale. Aristote le définissait, j'aime bien cette définition, comme le songe d'un homme éveillé, tandis qu'Épicure, dans sa sagesse, et on a toujours besoin d'un petit rappel d'Épicure, disait simplement, si vous n'attendez rien, vous n'avez rien à redouter. Alors oui, on a des visions, tu vois, des visions contradictoires qui relèvent en fait de l'incroyable complexité de cette émotion unique. Non, Car dans ce que tu dis, l'espoir, dans ce que tu dis, j'interviens parce que tu oui, as oui, dit vas-y, à vas-y. plusieurs reprises, tu as évoqué l'éventuelle même peur de ce qui peut arriver. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Quand on écoute parler Comte Sponville qui dit bah, finalement, vous savez pas ce qui va arriver, mais ça pourrait être quelque chose de dramatique, tu retrouves un peu la même chose avec Épicure. Finalement, n'attendez rien, ne vous projetez plus, restez là. Alors du coup, effectivement, qu'est-ce qui donne à l'espoir comme signification? Là, il en donne quasiment plus. Oui, alors tu as raison de souligner ça, parce que l'espoir présente une particularité tout à fait fascinante. Contrairement à la plupart des émotions positives qui naissent de la sécurité, l'espoir émerge précisément dans l'incertitude. C'est-à-dire qu'il surgit quand nous pourrions tout aussi bien ressentir la peur et le désespoir. L'espoir, finalement, pour moi, c'est cette capacité extraordinaire de craindre le pire, mais tout en préparant le meilleur. Alors là, si je reviens un peu sur la philosophie, enfin rapidement, parce que je ne suis pas quand même le philosophe de référence, mais quand même René Descartes au XVIIe siècle découvre les effets de l'intériorité sur le plan de la science. Il s'aperçoit qu'il y a des progrès prodigieux qui sont faits à partir du moment où il vit les choses de l'intérieur. Et il rentre dans un processus qu'on appelle l'autoréflexion.
On prend un autre philosophe comme Baruch Spinoza, qui justement, lui, voit tout à travers le sujet, c'est-à-dire à travers l'intériorité, quand Leibniz voyait tout à travers l'individu. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment, à partir de quoi, on essaie de dégager ce concept d'espoir et cette réalité de l'espoir. Eh bien, on peut toujours dire, mais le pire est certain, voyez, n'ayez aucun espoir, tout va s'écrouler dans le néant. Encore une fois, je crois qu'il faut se dégager de cette idée du tragique. Parce que dans nos expériences de thérapeutes, de médecins comme toi, on a tous vu des situations où là où on pensait peut-être secrètement que, entre guillemets, c'était foutu ou qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer, et qu'en même temps, eh bien, on ne peut rien véritablement prédire. Donc, c'est revenir fondamentalement sur l'expérience. Euh, alors, évidemment, l'espérance, on dit, c'est une vertu théologale, comme la foi et la charité. Oui, mais l'espérance, c'est pas du tout l'attente de la résurrection. C'est le fait de dire, attendez, il y a le oui à la vie, avec ses autres vertus comme la foi et la charité. Et là, on ouvre dans quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la charité, il y a une sorte de finesse infinie, justement. Dans le moindre détail de l'existence, on découvre des mondes et une puissance absolument incroyable. Et peut-être que le paradoxe de la charité, plus c'est petit, plus c'est puissant. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'à l'inverse d'une position du tragique, il y a un moment où on peut dire, voilà, bah, j'ai bon espoir de pouvoir y arriver. Pourquoi? Et pourtant, l'horizon était bouché. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir. C'est-à-dire, c'est une petite lumière, mais incroyablement tenace. Et ouais, on voit, par exemple, que André Comte-Sponville s'appuie sur les travaux de Spinoza. Et j'ai eu la chance d'être ami avec un grand philosophe que je considère un grand philosophe qui est Robert Misraï, que j'ai fait venir plusieurs fois à Bordeaux et avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai passé des heures à discuter avec lui. Et Robert Misraï, lui aussi s'inspire de Spinoza, mais pas du tout de la même manière que Comte-Sponville. Lui, il met l'accent sur l'activité du sujet libre, justement, sur la capacité de chacun à s'orienter et à orienter sa vie vers une existence meilleure, c'est-à-dire plus riche de sens, et sur la possibilité de transformer la crise ou la souffrance en un véritable désir de changement. Donc, Robert Misraï ainsi sur la dimension temporelle du bonheur et de la joie. Et pour lui, l'espoir n'est pas une illusion, une fuite, hein. Il s'oppose simplement à la résignation au désespoir. Il est validé à ce moment-là par la possibilité d'une transformation de l'existence. Et il s'inscrit dans une philosophie de l'affirmation de l'être, de la liberté heureuse et de la construction active du bonheur. Et j'enjoins tout le monde à lire son œuvre parce que c'est une œuvre vraiment qui est centrée sur la joie. Alors, peut-être première clarification, à moins que tu veuilles me poser une question là à cet endroit, mais pour moi, l'espoir n'est précisément pas un déni. On pourrait dire qu'il y a un espoir lucide. Je voudrais commencer par tordre le cou à une idée, à une idée reçue bien tenace. C'est espérer, ce n'est pas croire que tout ira bien, hein. C'est pas nier la douleur, ce n'est pas nier l'incertitude ou même la possibilité de mort. Ce n'est pas cette phrase que nous entendons trop souvent non plus. Il faut y croire, comme si l'espoir, c'était une sorte de performance psychologique, un effet de volonté. Non, non, l'espoir authentique, c'est l'exact inverse. C'est de continuer de vivre dans le doute, pas malgré le doute, c'est avancer quand même quand on ne sait pas qu'il y a un rivage de l'autre côté. Et là, je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi dans ma vie, c'est, je dirais, Viktor Frankl. Et la leçon de Viktor Frankl, vous le savez, c'est un psychiatre qui était survivant des camps de concentration et qui nous a offert au fond une leçon magistrale sur ce point, d'en découvrir un sens à sa vie. Il observait que ceux qui survivaient après l'horreur n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient encore un pourquoi à leur existence, même minuscule. Un petit-fils à revoir, un livre à terminer, une lettre à écrire. Je crois que c'est ça l'espoir véritable. C'est une boussole, pas une carte routière. C'est un mouvement intérieur, pas un programme thérapeutique. C'est une orientation vers le possible, pas une certitude de l'avenir. Je me rappellerai de cette dame, 85 ans, insuffisance cardiaque, qui m'avait dit, docteur, je ne veux pas mourir avant d'avoir vu fleurir mes rosiers au printemps. Elle est décédée en avril, 3 jours après la première floraison. Bien sûr que son espoir n'était pas un déni de sa condition, mais une façon de donner du sens à ses derniers mois.
Donc après, pour aborder la question du soin, je pense que l'espoir, c'est une dynamique relationnelle. Au-delà du pronostic, dans le soin, nous confondons l'espoir avec l'annonce d'un pronostic favorable. Vous savez, on connaît la phrase, docteur, est-ce que je peux espérer? Comme si l'espoir, c'était une autorisation médicale qu'on pourrait délivrer sur ordonnance. Ben non, l'espoir n'est pas une donnée médicale extractible d'un scanner ou d'une prise de sang. L'espoir, pour moi, c'est une dynamique relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une façon d'être avec. C'est-à-dire une qualité de présence qui se construit entre deux êtres humains et dont, tu le sais très bien, Pascal, tu te réfères souvent à ça, ce travail d'accordage, de co-construction. Donc c'est toujours une expérience singulière et c'est ça qui est intéressant. Et si on prend par exemple l'enseignement de ce grand pédiatre, psychanalyste, psychothérapeute anglais Donald Winnicott, au génie ici particulier, il parlait à ce moment-là d'un environnement suffisamment bon. Attention, pas parfait, juste good enough, suffisamment bon. C'est celui qui permet à l'enfant de faire l'expérience du désespoir sans être détruit. Ben, le soignant peut jouer ce rôle, celui qui autorise à tout dire, même la peur de mourir, même le refus de continuer, mais sans jamais se retirer. C'est là que naît l'espoir, dans la présence inconditionnelle de l'autre, comme aurait dit Carl Rogers. Et si on prend Paul Ricoeur et le récit, Paul Ricoeur parlait de l'espérance comme d'un acte de confiance dans le récit en cours. Ce que nous vivons a encore du sens, même s'il nous échappe momentanément. Soigner, dit Paul Ricoeur, c'est parfois tenir le fil du récit pour l'autre, le temps qu'il puisse le reprendre. On a tous vu, des patients retrouver de l'espoir, non pas parce qu'on leur annonçait une rémission, mais parce qu'enfin quelqu'un les écoutait vraiment, parce que leur histoire devenait ou redevenait intelligible. Et pour celui thérapeute qui est un peu notre référence dans notre pratique et dans notre champ, c'est Milton Erickson. Ben, pour lui, l'espoir occupait une place centrale dans sa vision thérapeutique, hein. Alors, Erickson considérait que même face à des situations extrêmement difficiles ou apparemment sans issue, il disait il existe toujours des possibilités de changement et de guérison. C'est-à-dire sa manière de travailler reposait sur l'approche profondément créative, profondément individualisée, parce qu'il inventait pour chaque patient des solutions nouvelles dans une co-construction. Et cette créativité thérapeutique était sous le sceau de la souplesse, de la flexibilité, permettant à chacun de retrouver et de découvrir ses propres ressources. Dan Short, que j'aime beaucoup comme auteur, dans le champ de l'hypnose thérapeutique, dans son ouvrage qu'il a consacré à Erickson, il identifie, je crois, de mémoire, 5 stratégies fondamentales par lesquelles Erickson suscitait à la fois espoir et résilience, c'est-à-dire reprise d'un nouveau développement. La fragmentation, décomposer les problèmes en éléments plus petits et davantage gérables. Progression, encourager, féliciter quand il y a des avancées graduelles, étape par étape. Distraction, pouvoir et savoir intelligemment détourner l'attention du patient pour favoriser l'émergence de nouvelles perspectives. Réorientation, c'est-à-dire inviter à voir la situation sous un angle différent. Et utilisation, c'est-à-dire s'appuyer sur les ressources. Donc, même pour Milton Erickson, l'espoir, ce n'est pas une simple attente passive, c'est un vrai processus actif soutenu par la relation thérapeutique. Et d'ailleurs, sa fille, Roxana Erickson, souligne que cette capacité à susciter l'espoir définit même l'essence même du travail d'Erickson, puisqu'il avait, dit-elle, par son attitude et ses interventions, pu ouvrir un espace où chaque patient pouvait entrevoir une issue, une transformation. Et puis, bon, on pourrait aussi quand même parler de l'espoir du côté un peu de l'effet placebo et des croyances. Parce que l'attente positive d'un résultat joue, on le sait, considérablement. En même temps, il peut y avoir des limites. C'est toujours le problème de cette ambivalence, c'est-à-dire que mettre trop de quelque chose du côté de l'attente ou d'être cet espoir du côté de l'attente peut faire partie du problème parfois. On sait très bien que beaucoup de patients qui souffrent de dépression, parfois souffrent de dépression parce qu'il y a trop d'attente et que parfois l'attente peut faire partie du problème quand on est dans une perspective systémique. Donc, on aurait envie de poser la question, si vous cherchez à surmonter un problème ou atteindre un objectif, on peut proposer comme une tâche thérapeutique, posez-vous la question suivante, que ferais-je différemment aujourd'hui si je croyais pleinement en moi ou si, selon moi, quelque chose qui m'empêche d'atteindre mon objectif n'existait plus? Non. C'est proche de la question miracle d'ailleurs de Steve de Chazer, hein. Donc,
là aussi, on revient à cette notion dans la relation, par exemple, du médecin-médicament. Michael Balin, dans son travail pionnier sur la relation médecin-malade, évoquait la notion de médicament-médecin. C'est-à-dire que l'espoir se niche là, dans le regard du soignant, qui voit encore une personne là où d'autres ne voient plus qu'un cas. On sait très bien, hein, dans cette façon de dire, tiens, monsieur Martin, plutôt que le cancer de la chambre 12, par exemple. Et je veux parler de ce témoignage parce qu'il me vient en association là maintenant. Une patiente m'avait dit un jour, docteur, quand vous entrez dans ma chambre, vous me regardez dans les yeux avant de regarder mes perfusions. Eh bien, ça change tout. Voilà peut-être la définition plus simple de l'espoir. Être regardé comme un être humain et pas comme un support d'une pathologie quelconque. Alors, vous allez dire, oui, mais tout ça, c'est peut-être du blabla, peut-être que c'est de la prose sympathique, mais bon, qu'en dit la science? C'est intéressant parce que la représentation neuroscientifique de l'espoir, elle existe. Elle existe. Alors, bien sûr que l'espoir, c'est un objet difficile à étudier. Par exemple, pour mesurer l'espoir, il y a des chercheurs qui ont utilisé un test développé par le psychologue américain qui s'appelle Richard Snyder, pour lequel l'espoir est constitué de deux composantes. Un chemin ou une façon d'atteindre un objectif désiré et un degré de motivation pour suivre ce chemin. Alors, contrairement à l'idée que l'on pourrait avoir, l'espoir n'est pas du tout passif, comme le dit Snyder. Il implique d'avoir des buts. Il est donc différent de l'optimiste en tant que tel. Et les recherches en neurosciences ont pu montrer qu'il y a plusieurs régions du cerveau qui sont impliquées dans le processus espoir. Par exemple, le mésencéphale. On va retrouver les neurones dopaminergiques qui jouent un rôle clé dans l'encodage des erreurs entre attente et réalité. C'est-à-dire que c'est des neurones qui nous signalent qu'il y a un écart entre ce que nous espérons et ce qui se produit réellement. Ça permet d'ajuster nos attentes pour l'avenir. Il y a le contexte orbitofrontal qui intervient quand la mise à jour des attentes est dans la prise de décision basée sur des nouvelles informations, quand il y a une sorte de désaccord, quand une attente n'est pas satisfaite, hop, cette région ajuste à ce moment-là nos prévisions. Et puis il y a le cortex préfrontal médian, dont l'activation est associée à la capacité à maintenir l'espoir, à la motivation et à la planification de l'action. Voilà, c'est le grand planificateur. Alors, certains anthropologues évolutionnistes pensent que l'espoir est l'antidote à notre cerveau préfrontal, justement. C'est-à-dire, à la différence de la plupart des animaux, nous, en tant qu'hominidés bipèdes, nous pouvons envisager le futur et donc toutes les possibilités de calamités et de catastrophes. Cependant, je dirais avec l'espoir, nous pouvons garder l'énergie pour faire de notre mieux pour affronter les difficultés, les aléas de la vie. Alors, il y a quand même, donc on le voit bien sur le plan neurobiologique, même s'il y a à mon avis beaucoup de choses à découvrir, mais le rôle de la dopamine, il est central, quoi. Parce que la dopamine favorise la motivation à poursuivre des buts, à surmonter les obstacles, et puis en même temps, on est, entre guillemets, récompensé. Et puis, il y a la fonction adaptative. L'espoir est considéré comme un mécanisme de survie et qui fait appel en particulier à la plasticité cérébrale. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, on devrait y ajouter également la découverte des neurones miroirs. Tout ça va jouer dans la complexité, je dirais, du réseau neuronal étendu, qui va faire que, effectivement, on est à la fois dans l'émotion, à la fois dans une forme de sentiment et à la fois du côté de la motivation. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a ce que j'appellerais une crise de la subjectivité du patient? Et autrement dit, quand l'espoir s'effondre. On entend souvent ces phrases, hein, d'ailleurs. Oh, docteur, j'y crois plus, ça n'avance pas la thérapie, ou je ne suis plus qu'un corps à réparer, on m'écoute pas, on m'injecte, on me fait des perfusions, on m'endort, on me branche. Ah, comme si j'étais plus qu'un dossier qui passe de main en main. Alors, quand l'espoir s'éteint, c'est pas seulement le futur qui s'obscurcit, c'est le sentiment même d'exister qui s'effondre. Et le sujet se dissout alors dans la maladie, dans les machines ou dans les discours experts des différents praticiens. Et je crois que l'espoir est étroitement lié à la capacité d'ouvrir de nouveaux possibles, notamment dans le contexte de l'accompagnement thérapeutique et de l'hypnose. Parce que ces modes de fonctionnement psychique, comme ceux qui sont mobilisés en hypnose, sont privilégiés car ils permettent de faire apparaître de nouvelles possibilités. C'est ça qui me paraît fondamental. C'est-à-dire que je peux le dire, peut-être c'est un peu simpliste, mais
l'espoir se manifeste dans la possibilité de réinventer la relation à soi et la relation au monde et la relation aux autres. Autrement, à travers nos pratiques qui offrent un nouvel espace pour explorer, transformer et dépasser les situations de blocage, comme on dit en thérapie narrative, de blocage dissociatif ou désassociatif. Mais alors, ça, on peut le comprendre du côté du patient, bien sûr, mais du côté du soignant, qui est quand même le gardien temporaire de l'espoir. Parce que on va dire que quand le patient n'a plus la force, ben, il arrive souvent que il y a un problème du côté du thérapeute également, quoi. C'est alors que il- le thérapeute, c'est pas un distributeur automatique de réassurance, hein, c'est pas un marchand de bonnes nouvelles, mais une présence qui dit parfois sans mots, bon, je crois encore en quelque chose en vous, euh, et jamais dire à quelqu'un qu'il est condamné. De dire vous êtes foutu. Alors vous allez dire, personne ne dit ça. Si, si, je peux vous dire, j'ai des tas d'exemples. Et encore un tout à fait récemment. Moi, je me rappelle qu'un médecin autrichien avait dit à Christiane Singer, que j'ai eu aussi l'honneur et la chance de connaître, Madame, vous n'en avez plus que pour 6 mois. Et c'est aussi ce qui est arrivé à un de mes amis qui est mort récemment. Il y a un médecin qui lui a dit, écoutez, monsieur, vous aimez les conférences, vous aimez les voyages. Eh bien, compte tenu de vos analyses, je vais vous dire, tout ça, c'est fini. Donc il y a des gens qui ne savent pas annoncer un mauvais truc, comme on dit, hein, bien sûr. Mais pire que ça, je pense qu'à ce moment-là, la personne ne se sent plus exister. J'ai le cas d'un ami récemment, d'ailleurs qui est philosophe, entre parenthèses. On lui a dit, Monsieur, vous avez un cancer de la prostate. Il faut vous faire une radiothérapie et une double hormonothérapie, c'est-à-dire à la fois injection et cachet. Mais monsieur, sachez que à partir de maintenant, la libido, c'est fini. Lui, il lui a répondu du tac au tac, bah écoutez, c'est votre point de vue, c'est pas le mien, car de l'hormonothérapie, je n'en ferai pas. C'est-à-dire qu'on comprend bien que là, du côté de l'espérance, c'est encore une fois le oui à la vie, le oui qui est une sorte de priorité. C'est quelque chose de fondamentalement métaphysique, si j'ose dire. Et comme disait Spinoza, si on reprend Spinoza, Spinoza disait déjà de façon très lumineuse, nul ne sait ce que peut faire le corps. Autrement dit, personne ne sait ce que peut la vie. Nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas les richesses ni les ressources que les êtres humains possèdent. Et pour moi, c'est ça l'espérance. Nous avons encore des tas de choses à apprendre, nous avons fait des progrès considérables, mais la vie n'est pas finie, rien n'est fini. Donc, on est un peu dans le paradoxe aussi de l'espoir soignant, quoi. C'est-à-dire comment rester dans l'accompagnement sans basculer dans la manipulation affective. Ça demande une délicatesse extrême. Il ne s'agit pas d'imposer aux patients un espoir trop lourd. Allez, courage, il faut se battre. Ça m'énerve ce genre de phrase, quoi. Mais il faut tenir la flamme en silence, en restant présent, sans fuir et sans plaquer un discours tout fait, quoi. Et ça renvoie à ce que disait Emmanuel Lévinas quand il parlait de la responsabilité infinie pour l'autre. C'est-à-dire, je ne vous lâche pas, je serai là avec vous, même quand, entre guillemets, la médecine semble avoir épuisé ses ressources. Alors, il y a quand même un risque, tout ça. Et bien, le risque du côté du soignant, c'est ce que j'appelle le burn-out compassionnel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, le soignant, il garde peut-être pour lui-même une forme d'espérance, puis à un moment, ben, il peut être, je dirais, dans l'érosion intérieure de celui qui a trop donné, trop vu, trop perdu. Et on le sait, hein, beaucoup, au bout de quelques années, certains collègues, et peut-être on était concernés peu ou prou par ça, deviennent un peu cyniques. C'est-à-dire qu'on se protège en se déshumanisant. C'est bien ça d'ailleurs qu'on retrouve dans le burn-out et l'épuisement professionnel. D'où l'importance de la supervision. D'où l'importance à un moment d'en parler à d'autres, des lieux où on peut dire j'en peux plus, j'ai peur, je ne sais même plus comment faire. Voilà. Prendre soin de l'espoir du soignant, c'est prendre soin de la qualité du soin, quoi. C'est comment habiter au fond l'incertain. Alors, c'est ça, il y a, clairement, alors là, je pourrais citer des tas d'exemples, mais il y a 5% des patients où c'est reconnu qui déjouent tous les pronostics. Moi, je me rappelle d'un patient qui avait un cancer du poumon et on lui avait annoncé, c'est pareil, un pronostic extrêmement défavorable. Il avait demandé d'ailleurs à l'oncologue qui lui a dit, écoutez, moi j'ai besoin de le dire à mes enfants, j'ai besoin de m'organiser, etc. Et on lui a dit, écoutez, monsieur,
les courbes actuarielles, enfin, on a un discours comme ça un peu tout fait, mais au-delà de 6 mois, c'est très peu probable. Enfin, pour dire, voilà, vous êtes foutu, quoi. Alors lui, je le vois en consultation dans l'accompagnement et il me dit, écoutez, moi, c'est un truc, on me dit j'en ai pour 6 mois. Moi, j'ai jamais fait de parachutisme. J'ai toujours rêvé de faire du canyoning. Il a tout fait. Et alors, on me croira si on veut. Il a vécu pas loin de 7 ans, 6 ans et demi. Parce que c'est comme on dit, les formes modestes de l'espoir, c'est reprendre le goût à un truc, c'est le sourire ou le rire d'un petit enfant, c'est retrouver le plaisir d'une lecture, de quelque chose qu'il s'est autorisé. Et j'adore la phrase d'un poète que j'aime beaucoup, qui est Christian Bobin, qui disait, ce n'est pas l'espoir qui fait vivre, c'est vivre qui donne de l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir n'est pas toujours un préalable. Il surgit parfois dans les plis du soin, de l'accompagnement, dans l'inattendu d'un contact vrai, au fond, dans un moment d'humanité partagée. C'est-à-dire que euh, respecter les formes de l'espoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est de l'éthique hein, d'une certaine manière. Pour certains, c'est peut-être continuer la chimio, pour d'autres, c'est l'arrêter, pour d'autres encore, c'est rêver d'un voyage ou faire quelque chose ou pour la première fois ou pour la dernière fois. Il y a toujours cette coprésence à l'incertitude. C'est peut-être ça l'espoir. Accepter de ne pas savoir, mais ensemble. Donc, pour moi, l'espoir, ça reste fondamentalement une affaire de la relation humaine. Et la machine la plus sophistiquée à l'heure de l'intelligence artificielle, hein, la machine la plus sophistiquée ne remplacera jamais le regard qui dit je suis là avec vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Et alors, bien sûr, après, on peut mettre un peu d'humour. Moi, je me rappelle de cette phrase de Georges Bernanos. Je l'avais noté pour bien me rappeler. L'espoir est un risque à courir. J'adore cette phrase. Où il vaut mieux allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Ça, c'est dans le taoïsme. Euh, mais comme disait aussi Fyodor Dostoïevski, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Alors, je pourrais terminer avec Woody Allen dans L'humour juif, qui disait, j'aurais voulu terminer par une note d'espoir, je n'en ai pas. Est-ce que deux formules de désespoir pourraient vous convenir? Voilà, bon, c'est c'est se dire que c'est toujours une forme de pari, quoi. Au fond, soigner, prendre soin, c'est espérer ensemble. Et espérer ensemble, c'est déjà un peu guérir. Peut-être que c'est faire le pari que l'humanité vaut la peine d'être préservée, même dans la fragilité la plus grande et même dans la souffrance la plus inouïe. Hmm. Bon, écoute, Gérard, tu dit plein de choses qui donnent de l'espoir. Je vais reprendre quelques mots, tu vas me dire ce que tu penses de ce que j'ai noté. L'espoir se co-construit. Alors, c'est une question que j'ai posée et que je vais continuer à poser. C'est est-ce que le soigné, chez qui on recherche une trace d'espoir pour lui permettre de repartir dans quelque chose, est-ce qu'il va pouvoir avancer si moi je suis dans un refus d'espoir en disant cette dimension ne me concerne pas, je n'ai pas envie de m'enfermer dans le diagnostic, je ne veux pas qu'on confonde, etc. Voilà, c'est ma question. Est-ce que l'espoir se transmet? Tu as parlé de rester actif avec l'espoir. Ça veut dire aussi, est-ce que l'espoir remet en mouvement? Partager l'espoir, tu l'as donc vraiment dit en te soignant soigné. Vivre donne de l'espoir, l'espoir incarné. Alors le mot incarné, je pense qu'il résume beaucoup de choses. L'espoir est incarné. S'il est incarné, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le représente, cet espoir. Est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs le thérapeute donne de l'espoir ou que tout simplement son regard ouvert sur l'espoir permet au patient d'aller dans un espace qui est identique, voilà, ou son propre espoir. Tu as redit ça d'ailleurs, tu as dit de garder sa propre dynamique dans son parcours. Tout Euh, à fait. la Tout à dynamique. fait. C'est-à-dire que ça évoque à la fois, ben, comme tu le dis, que quand il y a la présence, il y a l'écoute comme acte thérapeutique. Écouter vraiment, c'est déjà soigner. Et comme disait mon ami Michel Monjose, qui est regretté Michel Monjose, ne pas juger est déjà en soi thérapeutique. C'est redonner à l'autre sa place de sujet. Ça me paraît très important. Que bien sûr, il est question de vérité par rapport au diagnostic, que l'espoir se nourrit aussi de la vérité et pas du mensonge. Mais la vérité peut être donnée progressivement, là aussi, c'est une question de délicatesse. Valoriser les petites victoires,
Je pense que les moments de mieux-être que l'on souligne et que l'on valide sont des briques de l'espoir. Et puis, c'est la reconnaissance des compétences du patient, ce qu'on fait beaucoup en hypnose, par exemple, hein. C'est-à-dire que reconnaître que cette expertise restaure la dignité du patient. Et puis, comme tu le disais au début, ben, c'est travailler en co-construction, c'est-à-dire l'espoir ne peut reposer parfois sur un seul soignant. Il se construit, il se partage et il se transmet. Oui, il se transmet d'une certaine manière. Parce que quand il y a accordage, il se passe quelque chose, hein. Encore une fois, quand je l'ai évoqué déjà au cours d'un de tes webinaires, quand j'avais posé la question à Philippe Jamet et à, comment elle s'appelle, Louise Nadeau, qui est chef du service du pôle addicto à Montréal, enfin elle l'était à l'époque, à Philippe Jamet, je leur avais demandé à tous les deux, pour vous, par rapport à tout ce que vous avez connu comme courant, psychothérapie, etc., qu'est-ce qui était le plus efficace et qui pouvait justement aller dans le sens de remobiliser la motivation et l'espoir du patient. Et en me faisant un petit peu attendre, Philippe Jamet m'avait dit, écoute, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale et un dénominateur commun, c'est que moi j'y croyais, quoi. C'est-à-dire que c'est là, je croyais dans ces possibilités. C'est au fond croire dans les ressources de l'être humain. On est très ericksonien quand on dit ça, quoi. Et Louise Nadeau m'avait répondu exactement la même chose. Mm. Est-ce qu'il y a une culture de l'espoir? Alors, je ne sais pas s'il y a une culture. Qu'est-ce que tu veux dire par le mot culture? Parce que si on pense que, par exemple, l'art peut jouer dans la dimension de l'espoir, dans la mesure où il y a une esthétique, il y a quelque chose de beau, il y a quand même quelque chose qui nous met en mouvement. En même temps, l'art n'est pas la culture. La Non, mais culture, c'est des... je veux dire vraiment, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est une conception avec une notion de transmission qui peut s'apprendre? Peut-être, moi je le sens plus que comme une émergence, fruit d'une relation bien accordée, qui fonctionne et qui permet cette éclosion, quoi. Voilà, c'est plus que. euh, C'est un peu comme l'alliance thérapeutique, quoi. Enfin, les études qui ont montré en Suisse, est-ce qu'on peut apprendre à faire une bonne alliance thérapeutique? L'équipe de Dorothène, etc., avait montré que finalement, ben non. C'est pas là l'apprentissage, c'est pas en faisant des séminaires de formation sur l'alliance thérapeutique qu'on va être meilleur en alliance thérapeutique. Il faut aussi la fraîcheur, la candeur, la spontanéité, etc. Donc l'alliance thérapeutique, c'est au fruit d'une co-construction et d'un tissage qui se fait et qui voilà. Et en même temps, personnellement, c'est ça qui me rassure parce que sinon, ça serait encore codé, on rentrerait dans les procédures, les protocoles, etc. Mm. Donc, finalement, le mot que j'ai pas repris, que tu as quand même dit plusieurs fois, c'est le mot création. Exactement. Ce qui veut C'est dire une que création. l'espoir est vraiment quelque chose qui se crée. Voilà, exactement. Mhm. Voilà, Grâce c'est pas une donnée, voilà, il faut y croire, quoi. Non, enfin, il faut avoir de l'espoir. C'est pas une injonction, quoi. L'espoir, elle vient du fait que quelque chose à un moment, ou telle personne, tel regard, telle écoute, a fait que ça me redynamise, quoi. Il y a quelque chose qui se met en jeu en ce moment-là. Voilà. Mm. En jeu dans tous les sens du mot, d'ailleurs. Mhm. Gérard, merci. À très bientôt. Merci à toi. Pour la suite, passe un bon été et puis je te souhaite. Je sais qu'il y a de l'espoir, donc tu vas pouvoir profiter de ton été très bientôt. Merci à toi, Gérard. À bientôt. À bientôt. Au revoir.